Les premières civilisations humaines n'ont pas simplement décliné, elles ont disparu. Certaines ont laissé des structures monumentales dont les techniques de construction restent inexpliquées. D'autres ont abandonné des cités entières, des systèmes d'écriture sophistiqués, des réseaux commerciaux intercontinentaux, puis se sont éteintes sans explication cohérente dans les archives historiques conventionnelles. L'archéologie traditionnelle propose des réponses: changement climatique, invasion, effondrement des systèmes économiques. Ces explications couvrent une partie des faits observés, mais elles ne couvrent pas tous les faits. Des sites continuent d'être découverts qui ne correspondent pas aux chronologies établies. Des textes anciens décrivent des événements que la géologie commence seulement à confirmer, et des civilisations que l'on croyait primitives révèlent, à mesure que les fouilles progressent, des niveaux d'organisation sociale et technologique qui posent des questions fondamentales sur ce que l'on sait réellement des origines humaines. La chronologie standard de la civilisation humaine place les premières sociétés organisées autour de 3500 avant notre ère, en Mésopotamie et en Égypte. Ces deux foyers de civilisation sont présentés comme les points de départ d'une progression linéaire: écriture, agriculture sédentaire, architecture monumentale, administration centralisée. Ce récit est enseigné dans les universités, reproduit dans les manuels scolaires et accepté comme cadre de référence par la majorité des institutions archéologiques. Il repose sur des décennies de fouilles rigoureuses et sur une accumulation considérable de données stratigraphiques. Cependant, ce cadre présente des lacunes que les découvertes récentes ont rendu difficiles à ignorer. La question centrale n'est pas de savoir si ces civilisations ont existé. Leur existence est documentée. La question est de savoir si elles représentent réellement le point de départ, ou si elles constituent plutôt une phase de reconstruction après une période antérieure dont les traces ont en grande partie disparu. Les fouilles menées à Göbekli Tepe, dans le sud-est de l'Anatolie, ont mis au jour un complexe de structures monumentales datant d'environ 11 600 ans. Ces structures comprennent des piliers en forme de T, atteignant 6 mètres de hauteur, ornés de bas-reliefs représentant des animaux, des symboles abstraits et des figures anthropomorphes. Leur degré de sophistication architecturale est incompatible avec le niveau d'organisation sociale que les modèles conventionnels attribuent aux populations de cette période. À cette époque, selon la chronologie standard, les êtres humains vivaient encore en groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, sans les structures sociales nécessaires pour organiser un chantier de cette envergure. L'archéologue Klaus Schmidt, qui a dirigé les fouilles sur le site jusqu'à sa mort en 2014, a estimé que la construction de Göbekli Tepe aurait nécessité la coordination de plusieurs centaines de travailleurs spécialisés sur une période prolongée. Cela implique une organisation logistique, une hiérarchie sociale fonctionnelle et vraisemblablement un système de stockage alimentaire capable de nourrir une main-d'œuvre importante pendant des années. Aucune de ces capacités n'est supposée exister dans les populations de cette période, selon les modèles archéologiques dominants. Ce qui rend le cas de Göbekli Tepe particulièrement significatif, ce n'est pas uniquement son ancienneté, c'est le fait que le site a été délibérément enseveli. Vers 8000 avant notre ère, les structures ont été recouvertes intentionnellement par des tonnes de déblais. Ce geste d'enfouissement volontaire pose une question à laquelle la recherche n'a pas encore fourni de réponse satisfaisante. Pourquoi une civilisation capable de construire des monuments de cette ampleur a-t-elle choisi de les recouvrir plutôt que de les maintenir ou de les développer ? Les hypothèses varient. Certains chercheurs suggèrent un rituel d'abandon lié à un changement de fonction du site. Les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe après l'avoir protégé de la destruction. En parallèle de Göbekli Tepe, d'autres sites archéologiques remettent en question la chronologie standard. À Gunung Padang, en Indonésie, des analyses géologiques publiées en 2023 dans la revue spécialisée Archaeological Prospection ont identifié des structures artificielles sous la colline volcanique, dont certaines couches pourraient dater de 25 000 à 16 000 ans. Ces résultats restent contestés par une partie de la communauté scientifique qui remet en question les méthodes de datation utilisées. Mais l'existence même du débat révèle que les frontières de la chronologie acceptée sont moins solides qu'elles n'y paraissent. Au large des côtes japonaises, le site de Yonaguni présente des formations géologiques sous-marines, dont la géométrie régulière a conduit certains géologues et archéologues à y voir des structures taillées par la main humaine.
Le géologue Masaki Kimura de l'université de Ryukyus a soutenu pendant plusieurs décennies que les terrasses, les angles droits et les structures en gradins observées sur le site ne peuvent pas être entièrement expliquées par des processus naturels. D'autres géologues maintiennent qu'il s'agit de formations calcaires naturelles. La controverse n'est pas résolue. Ce qui unit ces sites, au-delà de leurs différences géographiques et culturelles, c'est qu'ils partagent tous une caractéristique commune. Ils ne s'insèrent pas facilement dans la chronologie standard. Ils apparaissent soit trop tôt, soit dans des contextes géographiques qui impliquent des niveaux d'organisation sociale que les modèles dominants ne prévoient pas pour ces périodes. La réponse institutionnelle à ces anomalies est généralement la contestation des méthodes de datation ou l'interprétation naturaliste des structures. Ces réponses sont scientifiquement légitimes, mais elles ne constituent pas des réponses définitives, et l'accumulation de sites présentant ces caractéristiques rend de plus en plus difficile le maintien d'une explication purement conventionnelle. La question qui se pose n'est pas de savoir si une civilisation avancée a précédé les civilisations connues. Elle est plus précise: dans quelle mesure les traces d'une organisation sociale antérieure ont-elles pu être effacées par le temps, les catastrophes naturelles et la montée des eaux qui a suivi la dernière période glaciaire? C'est cette question que les sections suivantes vont examiner méthodiquement en s'appuyant sur les données géologiques, les archives textuelles et les analyses génétiques disponibles. Vers 2200 avant notre ère, un effondrement simultané frappe plusieurs des civilisations les plus avancées du monde antique. L'Empire akkadien, premier empire territorial de l'histoire, s'effondre après un siècle de domination sur la Mésopotamie. L'ancien empire égyptien, responsable de la construction des grandes pyramides de Gizeh, entre dans une période de fragmentation politique et de famine connue sous le nom de première période intermédiaire. La civilisation de l'Indus, qui s'étendait sur une superficie plus grande que l'Égypte ancienne et la Mésopotamie réunies, commence son déclin irréversible. En Chine, les traditions orales font référence à des inondations catastrophiques coïncidant approximativement avec cette période. La synchronicité de ces effondrements sur plusieurs continents est un fait documenté. L'explication qui en est donnée les semble beaucoup moins. Pendant des décennies, les historiens ont proposé des explications régionales pour chacun de ces effondrements. L'empire akkadien aurait succombé à des invasions de peuples nomades venus des régions périphériques. L'ancien empire égyptien se serait fragmenté sous l'effet de tensions internes entre le pouvoir central et les gouverneurs provinciaux. La civilisation de l'Indus aurait décliné en raison de modifications du cours des rivières qui alimentaient ces cités. Ces explications ne sont pas fausses, mais elles sont incomplètes parce qu'elles traitent chaque effondrement comme un événement isolé alors qu'ils se produisent dans un intervalle de temps remarquablement court à l'échelle historique. L'hypothèse d'une cause commune a été formalisée en 1993 par Harvey Weiss, archéologue à l'université Yale, à la suite de ses fouilles sur le site de Tel Leilan, dans le nord de la Syrie actuelle. Weiss et son équipe ont identifié dans les couches stratigraphiques du site une rupture nette correspondant à cette période. Une couche d'abandon soudain, caractérisée par la présence de poussière volcanique et de sédiments indiquant une aridification brutale. Les analyses ont révélé que la région avait subi une sécheresse d'une intensité et d'une durée sans précédent dans les siècles précédents. Weiss a proposé que cet événement climatique régional constituait le facteur déclenchant de l'effondrement akkadien et potentiellement un indicateur d'un phénomène climatique de plus grande amplitude. Des études publiées ultérieurement ont étendu cette analyse à d'autres régions. Des carottes sédimentaires prélevées dans le lac Van, en Turquie, et dans la mer d'Oman ont confirmé une période d'aridification intense coïncidant avec cette date. Des analyses de palynologiques, c'est-à-dire l'étude des pollens fossilisés dans les sédiments, ont montré une diminution brutale de la végétation dans plusieurs régions du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud correspondant à cette même période. Ces données convergentes ont conduit à l'identification d'un événement climatique global, désigné dans la littérature scientifique sous le nom d'événement 4,2K, soit l'événement de 4200 ans avant le présent. Ce qui distingue cet événement des simples variations climatiques régionales, c'est son étendue géographique et sa durée. Les estimations actuelles suggèrent dans cette que la période d'aridification a duré entre 1 et 2 siècles selon les régions. Pour des civilisations dont l'agriculture irriguée constituait la base économique, une sécheresse prolongée de cette amplitude représentait une menace existentielle.
Les systèmes d'irrigation akkadiens dépendaient des crues saisonnières de l'Euphrate et du Tigre. Une réduction prolongée des précipitations dans les régions montagneuses alimentant ces fleuves aurait directement compromis la production agricole et, par extension, la capacité de l'Empire à nourrir ses populations et à maintenir ses armées. Les inscriptions cunéiformes de la période tardive de l'Empire akkadien font référence à des famines, à des migrations de populations nomades vers les zones agricoles et à des difficultés croissantes à maintenir l'ordre dans les provinces périphériques. Ces textes ont longtemps été interprétés comme des récits de conflits politiques internes. Relus à la lumière des données climatiques, ils prennent une dimension différente. Ils décrivent les symptômes sociaux d'un système économique soumis à une pression environnementale croissante. En Égypte, les textes de la première période intermédiaire présentent des caractéristiques similaires. Les inscriptions de certains gouverneurs provinciaux de cette époque décrivent explicitement des famines, des migrations de population et des conflits pour l'accès aux ressources alimentaires. Un texte attribué à un administrateur nommé Anktifi, découvert dans sa tombe à Moala, décrit une situation où la famine était si sévère que des actes de cannibalisme auraient été commis dans certaines régions. Ces descriptions correspondent à une rupture des systèmes d'approvisionnement alimentaire, et non à un simple affaiblissement du pouvoir central. La civilisation de l'Indus pose un problème analytique différent. Ses habitants n'ont pas laissé de texte déchiffré. Le système d'écriture de l'Indus reste à ce jour non décodé. L'analyse de ces structures urbaines révèle cependant que les grandes cités comme Mohenjo-Daro et Harappa disposaient de systèmes d'irrigation et de gestion de l'eau extrêmement sophistiqués. Des modifications hydrologiques, qu'elles soient dues à des changements climatiques, à des séismes modifiant le cours des rivières ou aux deux simultanément, auraient eu des effets dévastateurs sur ces infrastructures. Les données archéologiques montrent un abandon progressif des grandes cités vers l'est, en direction des régions bénéficiant encore de précipitations suffisantes, ce qui est cohérent avec une réponse migratoire à une détérioration environnementale prolongée. Ce que l'événement 4,2 Ka révèle, au-delà de la fragilité spécifique de ces civilisations, c'est la vulnérabilité structurelle des sociétés complexes face aux perturbations climatiques prolongées. Des empires capables de mobiliser des dizaines de milliers de travailleurs, de gérer des réseaux commerciaux intercontinentaux et de produire une littérature administrative sophistiquée se sont effondrés en l'espace de quelques générations sous l'effet d'un facteur qu'ils n'avaient ni les outils pour prévoir, ni les institutions pour absorber. Cette vulnérabilité n'est pas propre à ces civilisations. Elle constitue une constante dans l'histoire des sociétés humaines complexes, et son analyse éclaire les mécanismes d'effondrement que l'on retrouve à d'autres périodes de l'histoire ancienne. Les civilisations anciennes n'étaient pas silencieuses face aux catastrophes qui les frappaient. Elles les ont enregistrées. Leurs systèmes d'écriture, leurs traditions orales codifiées, leurs textes religieux et administratifs contiennent des descriptions d'événements dont la nature exacte a longtemps été considérée comme mythologique. La réévaluation de ces textes à la lumière des données géologiques et climatiques disponibles aujourd'hui produit des résultats qui méritent une analyse rigoureuse distincte des interprétations littérales ou des rejets purement symboliques. Le texte le plus célèbre dans ce contexte est le récit du déluge. Il apparaît sous des formes variées dans des cultures géographiquement éloignées et chronologiquement distinctes. L'épopée de Gilgamesh, dont les versions les plus complètes datent de l'époque babylonienne, mais dont les sources sumériennes sont antérieures, décrit une inondation globale envoyée par les dieux pour détruire l'humanité à laquelle survit un seul homme averti à l'avance. Le récit biblique de Noé présente une structure narrative quasi identique. Des récits d'inondations catastrophiques existent dans les traditions hindoues, dans les mythologies grecques, dans les textes mayas, dans les traditions orales des peuples autochtones d'Australie et d'Amérique du Nord. La distribution géographique de ce motif narratif est globale. L'interprétation conventionnelle de cette distribution est double. Soit ces récits dérivent tous d'une source commune, la tradition mésopotamienne, diffusée par les contacts commerciaux et culturels de l'Antiquité. Soit ils reflètent une tendance universelle de l'esprit humain à produire des mythes d'origine similaires indépendamment les uns des autres. Ces deux interprétations ont une valeur explicative réelle, mais elles laissent sans réponse une question précise. Pourquoi ce motif spécifique, celui d'une inondation globale détruisant une civilisation antérieure, est-il aussi universellement répandu alors que d'autres catastrophes naturelles, séismes, éruptions volcaniques, sécheresses,
ne génèrent pas de mythologie aussi uniformément distribuée à l'échelle planétaire. La géologie offre un élément de réponse partiel. La fin de la dernière période glaciaire, entre 12 000 et 7 000 ans avant notre ère, a été accompagnée d'une montée du niveau des mers de l'ordre de 120 mètres. Cette montée n'a pas été uniforme ni linéaire. Des études publiées dans des revues spécialisées comme Quaternary Science Reviews ont identifié des épisodes de montée rapide des eaux, dont le plus documenté est l'événement de fonte 1A, survenu vers 14 600 ans avant le présent, au cours duquel le niveau des mers aurait augmenté de 16 à 25 mètres en l'espace de quelques siècles. Des épisodes similaires, bien que de moindre amplitude, ont été identifiés à des périodes ultérieures. Pour les populations côtières et les civilisations établies dans les plaines fluviales basses, ces épisodes de montée rapide des eaux auraient représenté des catastrophes d'une ampleur considérable. Les zones côtières habitées auraient été submergées en quelques générations, forçant des migrations massives vers l'intérieur des terres. Dans des sociétés sans écriture ou au début de l'écriture, ces événements auraient été encodés dans les traditions orales et transmis sur des périodes prolongées avant d'être mis par écrit sous des formes narratives structurées. Le texte sumérien, connu sous le nom de Liste des rois sumériens, contient une anomalie particulièrement significative dans ce contexte. Ce document, dont les copies les plus anciennes datent d'environ 2100 avant notre ère, liste les rois qui ont gouverné les cités sumériennes depuis l'origine de la royauté. Les rois antérieurs au déluge y sont crédités de règnes d'une durée fantastique, des dizaines de milliers d'années pour certains. Après le déluge, les règnes deviennent progressivement plus courts et finissent peu par atteindre des durées historiquement plausibles. Ce texte a longtemps été traité comme un document purement mythologique. Mais certains chercheurs y voient une structure narrative qui encode une rupture historique réelle, la séparation entre une période antérieure au déluge, dont la mémoire est fragmentaire et déformée, et une période postérieure mieux documentée. Les textes védiques indiens contiennent également des références à une période antérieure à une grande inondation. Le Shatapatha Brahmana, un texte rituel sanskrit, raconte comment Manu, figure comparable au Noé biblique, est averti par un poisson d'une inondation imminente et survit en construisant un bateau. Les textes tamouls anciens font référence à une terre submergée appelée Kumarikandam, un territoire méridional qui aurait été englouti par la mer. Cette tradition a conduit certains chercheurs à examiner la géographie sous-marine du golfe de Mannar et de la mer de l'Acadive pour y identifier d'éventuelles structures artificielles. Les résultats de ces explorations restent préliminaires. Les textes platoniciens sur l'Atlantide, le Timée et le Critias, écrits vers 360 avant notre ère, sont les plus cités dans les discussions sur les civilisations disparues. Platon décrit une île-continent située au-delà des colonnes d'Hercule, dotée d'une civilisation avancée qui aurait été engloutie en un seul jour et une seule nuit à la suite d'une catastrophe divine. La plupart des classicistes interprètent ce récit comme une construction philosophique fictive, un dispositif rhétorique permettant à Platon d'illustrer ses thèses politiques sur la corruption des sociétés. Cette interprétation est largement dominante dans le monde académique. Elle n'explique cependant pas pourquoi Platon situe son récit dans un passé précis, 9000 ans avant Solon, ni pourquoi il attribue la transmission de cette information aux archives égyptiennes de Saïs. Des chercheurs comme le géologue Robert Schoch de l'Université de Boston ont proposé que les récits de catastrophes dans les textes anciens reflètent des mémoires d'événements géologiques réels, en particulier des éruptions solaires de grande amplitude, les superflares, capables de provoquer des incendies massifs, des tsunamis et des perturbations climatiques globales. Cette hypothèse, publiée dans son ouvrage Forgotten Civilization, repose sur l'analyse de données issues de carottes de glace antarctique qui montrent des anomalies chimiques correspondant à la fin de la période glaciaire. Elle reste controversée, mais elle illustre la direction que prend une partie de la recherche. Utiliser des données géophysiques pour évaluer la plausibilité historique des récits catastrophiques anciens. Ce qui ressort de l'analyse comparative de ces textes n'est pas la preuve d'un événement unique et global. C'est la documentation, dans des traditions culturelles distinctes et géographiquement éloignées, d'une expérience collective de rupture catastrophique. Ces textes ne décrivent pas tous le même événement. Ils décrivent des événements de même nature, des inondations, des destructions soudaines, des survivants contraints de reconstruire survenus à des périodes différentes dans des régions différentes.
Cette distribution suggère que les catastrophes naturelles de grande amplitude ne constituent pas des exceptions dans les histoires humaines, mais des facteurs récurrents dont les effets sur les sociétés complexes ont été systématiquement sous-estimés par les modèles historiques conventionnels. Göbekli Tepe ne devrait pas exister. C'est la conclusion implicite que tire une partie des archéologues confrontés aux données banques du site, même si peu la formulent en ces termes. Ce n'est pas que le site soit inexplicable au sens strict, des explications sont proposées, débattues et partiellement acceptées. C'est que sa seule existence oblige à réviser des hypothèses fondamentales sur la séquence du développement humain, hypothèse qui constitue la colonne vertébrale de la préhistoire telle qu'elle est enseignée et pratiquée depuis plus d'un siècle. Le site est situé sur une crête calcaire au sommet d'une colline dans la province de Şanlıurfa, dans le sud-est de la Turquie. Les premières fouilles sérieuses ont débuté en 1996 sous la direction de Klaus Schmidt, après que des relevés de surface avaient identifié des structures inhabituelles dans les années 1960 sans susciter d'intérêt particulier. Schmidt a rapidement compris que les structures enfouies dépassaient en ampleur et en complexité tout ce que la préhistoire avait jusqu'alors produit pour cette période. Les datations au radiocarbone ont situé les couches les plus anciennes entre 10 000 et 9 500 avant notre ère, soit environ 6 000 ans avant la construction des premières pyramides égyptiennes. Les structures fouillées appartiennent à plusieurs phases de construction distinctes. Les plus anciennes et les plus monumentales, classées comme couche 3 par les archéologues, comprennent des enceintes circulaires de grande taille, formées de piliers en forme de T taillés dans le calcaire local. Ces piliers atteignent jusqu'à 5,5 mètres de hauteur et pèsent entre 10 et 20 tonnes. Ils sont ornés de bas-reliefs représentant des animaux, renards, sangliers, canards, scorpions, serpents, lions, ainsi que des bras et des mains qui suggèrent une dimension anthropomorphe. Les couches supérieures, classées comme couche 2, présentent des structures plus petites et de qualité d'exécution légèrement inférieure, ce qui indique une évolution dans le temps, qui va du plus complexe au plus simple. Une trajectoire inverse de celle que les modèles évolutionnistes prévoient habituellement. L'aspect logistique de la construction est l'un des éléments les plus difficiles à concilier avec le cadre chronologique standard. Les piliers ont été taillés dans des carrières situées à quelques centaines de mètres du site, où des piliers inachevés sont encore visibles dans la roche. Le transport de blocs de cette masse sur des terrains accidentés, sans roues, ni animaux de trait domestiqués, le cheval, le bœuf et l'âne n'ont été domestiqués que plusieurs millénaires plus tard dans cette région, implique une organisation de la main-d'œuvre considérable. Les estimations varient entre 400 et 500 travailleurs simultanément actifs pour les phases de construction les plus intensives. Cette masse de travailleurs devait être nourrie, logée et coordonnée, ce qui implique des structures sociales que les modèles standards ne reconnaissent pas pour cette période. Une hypothèse avancée par certains préhistoriens pour résoudre cette contradiction est que Göbekli Tepe est lui-même la cause et non le résultat des premières formes d'organisation sociale complexes. Selon cette perspective, le site aurait d'abord fonctionné comme un lieu de rassemblement rituel pour des populations de chasseurs-cueilleurs dispersées sur une large région. La nécessité de construire et d'entretenir ce lieu de culte aurait progressivement engendré les premières formes de spécialisation du travail, de stockage alimentaire et de hiérarchie sociale, les mêmes éléments qui caractérisent les débuts de l'agriculture sédentaire. Cette hypothèse inverse la causalité traditionnelle. Ce n'est pas l'agriculture qui aurait rendu possible la construction de monuments, mais la construction de monuments qui aurait rendu nécessaire le développement de l'agriculture. Cette inversion causale est intellectuellement cohérente, mais elle soulève immédiatement une autre question. D'où viennent les compétences techniques qui ont permis de tailler, transporter et ériger des piliers de cette taille avec une précision géométrique vérifiable? La taille du calcaire de Göbekli Tepe ne révèle pas les traces d'un apprentissage progressif. Les piliers les plus anciens ne sont pas moins bien exécutés que les plus récents. Si l'on en juge par les couches stratigraphiques, c'est même l'inverse. Cela suggère que les artisans qui ont construit les premières structures maîtrisaient déjà leur métier, ce qui implique une tradition technique préexistante dont aucune trace matérielle n'a encore été retrouvée. L'enfouissement délibéré du site vers 8000 avant notre ère constitue une autre énigme non résolue. Les fouilles ont montré que les structures mortuaires ont été recouvertes de manière systématique avec des matériaux incluant des ossements d'animaux, des outils en silex et des déblais de construction.
Ce n'est pas l'effondrement naturel d'un bâtiment abandonné. C'est un acte intentionnel qui a demandé lui-même une organisation significative. L'hypothèse d'un rituel d'abandon, un enterrement volontaire du lieu sacré, est la plus répandue. Mais elle n'explique pas pourquoi cette pratique a été choisie à ce moment précis, ni ce qui a motivé l'abandon du site après des siècles d'utilisation intensive. Certains chercheurs ont proposé une corrélation entre l'enfouissement de Göbekli Tepe et l'impact cosmique hypothétique de la Dryas récente, un épisode de refroidissement brutal survenu vers 12 900 ans avant le présent et attribué par certains géophysiciens à l'impact ou l'explosion atmosphérique d'un ou plusieurs objets extraterrestres. Cette hypothèse, connue sous le nom de théorie de l'impact de la Dryas récente, a été publiée dans des revues et de traduite à comité de lecture et reste activement débattue. Si cet événement a effectivement provoqué des incendies massifs, des tsunamis et une perturbation climatique prolongée, il pourrait expliquer non seulement la rupture culturelle visible dans les couches archéologiques de cette période, mais aussi la réorientation des pratiques rituelles qui auraient conduit à l'enfouissement du site plusieurs millénaires plus tard. Cette connexion reste spéculative, mais elle illustre la manière dont des données issues de disciplines distinctes, géophysique, archéologie, paléoclimatologie, commencent à converger vers des scénarios que l'histoire conventionnelle n'avait pas anticipés. Ce que Göbekli Tepe révèle avec certitude, au-delà des débats sur ses origines et sa fonction, c'est l'existence d'une tradition culturelle et technique d'une sophistication considérable à une période où, selon les modèles standards, de telles capacités n'auraient pas dû exister. Ce constat ne valide aucune théorie alternative particulière. Il indique simplement que la préhistoire humaine est plus complexe et probablement plus longue dans ses phases d'organisation sociale avancée que les cadres académiques dominants ne l'ont jusqu'à présent reconnu. Et si une civilisation capable de construire Göbekli Tepe a pu disparaître sans laisser d'autres traces que ce site unique, cela pose une question fondamentale. Combien d'autres traces similaires n'ont pas encore été trouvées ? Entre 12 900 et 11 700 ans avant le présent, la Terre a traversé une période de refroidissement brutal et prolongé, connue sous le nom de Dryas récente. Cette période est l'une des mieux documentées dans les archives paléoclimatiques mondiales. Les carottes de glace prélevées au Groenland montrent une chute des températures de l'ordre de 10 à 15 degrés Celsius en l'espace de quelques décennies, soit une vitesse de changement climatique sans précédent dans les données disponibles pour les derniers 100 000 ans. Les carottes sédimentaires des lacs et des océans confirment ce signal à l'échelle planétaire. La végétation de vastes régions de l'hémisphère nord a été remplacée par des steppes froides et des toundras en l'espace de quelques générations humaines. Les causes de la Dryas récente ont longtemps été attribuées à une perturbation de la circulation thermohaline atlantique, le système de courant océanique qui régule les températures de l'hémisphère nord, provoqué par l'afflux massif d'eau douce froide résultant de la fonte des glaciers nord-américains. Cette explication, connue sous le nom d'hypothèse du lac Agassiz, reste la plus acceptée dans la communauté paléoclimatologique. Mais une hypothèse concurrente, développée depuis 2007 par un groupe de chercheurs interdisciplinaires, propose une cause supplémentaire ou alternative: l'impact ou l'explosion atmosphérique d'un objet cosmique de grande taille au-dessus des régions glaciaires de l'hémisphère nord. Cette hypothèse de l'impact de la Dryas récente est fondée sur l'identification, dans les couches stratigraphiques correspondant au début de cette période, d'un ensemble de marqueurs géochimiques et physiques, des nanodiamonds, des sphérules magnétiques, des sphérules de verre contenant du silicium, des niveaux élevés de platine et des couches de carbone noir indiquant des incendies de grande amplitude. Ces marqueurs ont été identifiés sur des sites répartis sur 4 continents, Amérique du Nord, Europe, Asie et Moyen-Orient, à des latitudes diverses et dans des contextes géologiques différents. La présence simultanée de ces marqueurs dans une couche stratigraphique synchrone à l'échelle planétaire est l'argument principal des partisans de l'hypothèse d'impact. Les opposants à cette hypothèse contestent plusieurs éléments. Ils remettent en question la synchronicité des couches identifiées, arguant que les méthodes de datation ne sont pas suffisamment précises pour établir la contemporanéité des marqueurs sur différents sites. Ils contestent également l'interprétation cosmique de certains marqueurs, en particulier les nanodiamonds, qui peuvent se former par d'autres processus géologiques.
Une méta-analyse publiée en 2018 dans le Journal of Geology par Kenneth et ses collègues a répondu à plusieurs de ces objections en présentant des données supplémentaires provenant de sites additionnels, maintenant le nombre de sites documentés à plus de 50 répartis sur l'ensemble de la planète. Quelle qu'en soit la cause exacte, les effets de la Dryas récente sur les populations humaines de l'époque sont documentés de manière indépendante. La mégafaune nord-américaine, mammouths, mastodontes, chevaux sauvages, lions des cavernes, disparaît à la fin de cette période ou au début de la période suivante. Le débat sur les causes de cette extinction, surextraction par la chasse humaine, perturbation climatique ou combinaison des deux, est ancien et non résolu. Mais la coïncidence chronologique entre la Dryas récente, l'extinction de la mégafaune et les perturbations visibles dans les cultures humaines de l'époque constitue un ensemble de données qui ne peut pas être ignoré. En Amérique du Nord, la culture de Clovis, caractérisée par ses pointes de projectiles en silex taillé et son association avec la chasse aux grands mammifères, disparaît de l'enregistrement archéologique à la même période. Cette disparition a été interprétée soit comme une extinction culturelle provoquée par la disparition de ses proies des proies principales, soit comme une transformation rapide vers d'autres modes de subsistance. Dans les deux cas, la rupture est visible et documentée. En Europe, la transition entre le magdalénien et les cultures épipaléolithiques coïncide approximativement avec la même période, bien que la corrélation soit moins précise. Au Moyen-Orient, la Dryas récente coïncide avec l'une des transitions culturelles les plus significatives de la préhistoire, l'émergence de la culture natoufienne dans le Levant. Les Natoufiens sont les premières populations connues à avoir pratiqué une sédentarisation partielle et une exploitation intensive des ressources végétales sauvages, notamment les céréales. Cette transition vers la sédentarisation est généralement interprétée comme le précurseur direct de l'agriculture. Mais certains chercheurs ont proposé que la pression environnementale causée par la Dryas récente a joué un rôle déterminant dans cette transition. La détérioration des ressources alimentaires habituelles aurait contraint les populations à intensifier l'exploitation des céréales sauvages, créant les conditions nécessaires à la domestication. Cette perspective transforme la Dryas récente d'un simple événement climatique en un facteur causal dans l'émergence de la civilisation telle que nous la connaissons. Si la pression environnementale de la Dryas récente a effectivement accéléré la transition vers l'agriculture sédentaire au Moyen-Orient, alors un événement catastrophique d'origine potentiellement cosmique serait à l'origine, par une chaîne causale complexe, de l'ensemble des civilisations agricoles qui ont suivi. Cette hypothèse n'est pas établie comme un fait, mais elle illustre la manière dont les grandes perturbations environnementales peuvent fonctionner non seulement comme des forces destructrices, mais aussi comme des catalyseurs de réorganisation sociale et technologique. La période qui suit la Dryas récente, entre 11 700 et 10 000 avant notre ère, est celle dans laquelle s'inscrit la construction de Göbekli Tepe. La coïncidence chronologique entre la fin d'une perturbation climatique majeure et l'apparition de structures monumentales complexes n'est pas une preuve de causalité, mais elle constitue un contexte dans lequel l'émergence soudaine d'une organisation sociale avancée devient plus compréhensible. Des populations soumises à une pression environnementale extrême, contraintes de développer de nouvelles formes de coopération et d'organisation pour survivre, pourraient avoir accéléré des processus de complexification sociale qui se seraient autrement déroulés sur des périodes beaucoup plus longues. Ce que l'analyse de la Dryas récente révèle est fondamental pour comprendre les effondrements de civilisations ultérieures. La capacité de disruption que possèdent les grands événements environnementaux dépasse de très loin les capacités d'adaptation des sociétés humaines organisées, quelle que soit leur sophistication. Et si un événement de cette amplitude s'est produit à la fin de la dernière période glaciaire, il a vraisemblablement effacé ou profondément perturbé les formes d'organisation sociale qui existaient à cette époque, des formes que nous n'avons peut-être pas encore les moyens de reconnaître dans l'enregistrement archéologique disponible. Les Sumériens sont souvent désignés comme les inventeurs de l'écriture. Cette affirmation est techniquement exacte dans le sens où le cunéiforme sumérien constitue le système d'écriture le mieux documenté parmi les plus anciens connus. Mais elle masque une réalité plus complexe. Les Sumériens eux-mêmes ne se considéraient pas comme les créateurs de leur civilisation.
Leurs propres textes décrivent une origine extérieure, une transmission de connaissances par des êtres qu'ils appelaient les Anunnaki et des figures mi-humaines, mi-animales qu'ils nommaient les Apkallu. Cette dimension de la littérature sumérienne est généralement classée dans la catégorie de la mythologie religieuse, mais une analyse de la structure de ces textes révèle qu'ils contiennent des couches d'informations dont la nature précise mérite un examen plus attentif. La liste des rois sumériens est le document le plus analysé dans ce contexte. Rédigée en sumérien, elle a été copiée sous différentes formes depuis environ 2100, avant notre ère. Elle liste 2 catégories de leçons de souverains clairement séparées par un événement unique, le déluge. Les rois antédiluviens règnent pendant des périodes exprimées en sar, unité de 3600 ans dans certaines interprétations, atteignant des durées totales de plusieurs dizaines de milliers d'années. Le premier roi de la liste, Alulim, de la cité d'Eridu, est crédité d'un règne de 28 800 ans. Son successeur règne pendant 36 000 ans. Ces chiffres m'ont conduit la plupart des historiens à traiter cette section du texte comme une mythologie pure, sans contenu historique exploitable. Une interprétation alternative proposée par des chercheurs comme Thorkild Jacobsen au milieu du XXe siècle suggère que les durées de règne représentent des unités de mesure du temps différentes de celles que nous utilisons aujourd'hui ou bien des erreurs de transcription accumulées au fil des copies successives. Jacobsen a proposé que certaines durées pourraient représenter des cycles lunaires plutôt que des années solaires, ce qui réduirait les règnes à des durées plus plausibles. Cette hypothèse réduit l'écart, mais ne l'élimine pas complètement. D'autres chercheurs ont proposé que les chiffres représentent des dynasties entières plutôt que des règnes individuels, les noms de rois étant utilisés pour désigner des lignées ou des périodes. Ce qui est moins discuté est la structure narrative fondamentale du texte. La liste des rois affirme explicitement que la royauté a d'abord été donnée depuis le ciel, qu'elle a été établie dans une série de cités successives, qu'un déluge a tout détruit, et qu'ensuite la royauté a de nouveau été donnée depuis le ciel. Cette structure implique une continuité institutionnelle, la royauté comme concept et comme pratique de gouvernement, qui a survécu à la catastrophe et a été réinstaurée dans une forme similaire. Ce type de continuité institutionnelle est difficile à expliquer dans un cadre purement mythologique, parce que les mythes de création décrivent généralement des ruptures absolues et non des restaurations administratives. Les textes des Apkallu offrent un niveau de détail supplémentaire. Les Apkallu sont décrits dans plusieurs textes mésopotamiens, notamment le Bat-Mézéri, comme 7 sages envoyés avant le déluge pour transmettre aux êtres humains les arts de la civilisation. L'écriture, l'arithmétique, la construction, la jurisprudence, la médecine et l'astronomie. Après le déluge, des figures similaires, les Tswakon, les Apkallu post-diluviens, sont décrites comme ayant restauré ces connaissances. La représentation iconographique des Apkallu dans les reliefs assyriens les montre comme des figures à tête de poisson ou mi-homme, mi-poisson émergeant de l'eau. Cette iconographie est souvent interprétée comme un symbole de la sagesse liée à l'eau ou aux abysses. Mais certains chercheurs y voient également une possibilité de transmission de connaissances par des populations venues de régions côtières ou insulaires submergées par la montée des eaux. La connexion entre les Apkallu sumériens et Ohans, figure décrite par le prêtre babylonien Bérose au IIIe siècle avant notre ère comme un être mi-homme, mi-poisson sorti de la mer pour enseigner la civilisation, est documentée dans la littérature académique. Bérose écrivait en grec pour un public hellénistique, et sa description d'Ohan contient des détails précis sur l'enseignement des arts et des sciences. L'historien Alexander Polyhistor, qui cite Bérose, rapporte qu'Ohan a enseigné aux humains l'écriture, les mathématiques, la fondation des villes, la construction de temples, la jurisprudence et la géométrie. Une liste qui correspond précisément aux attributs des Apkallu dans les textes sumériens plus anciens. L'analyse de ces textes révèle une cohérence narrative qui traverse plusieurs siècles et plusieurs langues. Cette cohérence ne prouve pas l'existence historique des personnages décrits, mais elle indique que des populations distinctes à des périodes différentes ont maintenu et transmis un récit similaire sur les origines de la civilisation, un enseignement venu de l'extérieur transmis par des êtres associés à l'eau, interrompu par une catastrophe, puis restauré. La persistance de cette structure narrative sur plusieurs millénaires mérite une analyse sérieuse qui va au-delà du simple classement mythologique. D'autres textes sumériens décrivent les Eridu, la plus ancienne cité de la liste des rois, comme le lieu où la civilisation a été établie pour la première fois.
Les fouilles archéologiques à Eridu, dans le sud de l'Irak actuel, ont effectivement révélé des couches d'occupation parmi les plus anciennes de Mésopotamie, remontant à environ 5400 avant notre ère. Sous les couches historiques documentées, les archéologues ont trouvé des traces d'une occupation encore plus ancienne, ainsi qu'une couche de sédiments alluviaux interprétée comme la trace d'une inondation locale de grande amplitude. Cette couche d'inondation, identifiée sur plusieurs sites mésopotamiens, a été associée par certains chercheurs au déluge décrit dans les textes sumériens. D'autres archéologues maintiennent qu'il s'agit d'une inondation locale sans portée régionale. Ce que l'analyse des archives sumériennes révèle en définitive est moins une vérité historique spécifique qu'une structure de mémoire. Les Sumériens, qui ont développé les premiers systèmes d'écriture connus, ont utilisé cette écriture pour enregistrer non seulement leurs transactions commerciales et leurs décisions administratives, mais aussi leur compréhension de leurs propres origines. Cette compréhension inclut systématiquement une période antérieure à la période historique connue, une catastrophe de rupture et une reconstruction. Que cette structure reflète des événements réels ou des constructions mythologiques, elle constitue un fait documentaire en soi. Les premières civilisations à avoir développé l'écriture ont immédiatement utilisé cet outil pour affirmer qu'il existait une histoire avant leur histoire. Cette affirmation mérite d'être prise au sérieux comme question historique, même si ces réponses restent ouvertes. L'archéologie traditionnelle reconstruit les migrations humaines à partir de la distribution des artefacts, des styles céramiques Tahan et des modes d'inhumation. Ces méthodes ont produit des résultats considérables, mais elles présentent des limites inhérentes. Des populations différentes peuvent utiliser des technologies similaires sans être génétiquement liées, et des populations génétiquement proches peuvent développer des cultures de ces matériels très différentes. Depuis les années 2010, l'analyse de l'ADN ancien, extrait d'ossements humains découverts dans des contextes archéologiques, a radicalement transformé la compréhension des migrations préhistoriques, en révélant des mouvements de population d'une ampleur et d'une vitesse que les modèles précédents n'avaient pas anticipées. Les résultats de la génomique ancienne ont produit plusieurs surprises majeures. L'une des plus significatives concerne le peuplement de l'Europe. Les analyses génétiques ont montré que les populations européennes actuelles résultent de la superposition d'au moins 3 migrations distinctes. Les chasseurs-cueilleurs paléolithiques qui habitaient en Europe avant la dernière période glaciaire maximale, les agriculteurs néolithiques venus d'Anatolie entre 9000 et 5000 avant notre ère, et les populations de la steppe pontique caspienne qui ont migré massivement vers l'Europe entre 3000 et 2000 avant notre ère. Cette troisième vague migratoire, associée à la culture de Yamnaya, a été particulièrement importante. Des analyses publiées dans Nature en 2015 par des équipes dirigées par David Reich et Johannes Kroes ont montré que les migrations de la culture Yamnaya ont remplacé une proportion significative de la population mâle de vastes régions d'Europe centrale et occidentale en l'espace de quelques siècles. L'ampleur de ce remplacement génétique est comparable à des événements que l'histoire documentée qualifierait d'invasion majeure. Cette découverte a des implications directes pour la compréhension des effondrements de civilisations. La culture campaniforme, qui se répand à travers l'Europe entre 2800 et 1800 avant notre ère, avait été interprétée par les archéologues comme un phénomène de diffusion culturelle, des idées s'arranger et des technologies se propageant entre des populations en contact commercial. Les analyses génétiques ont montré que dans de nombreuses régions, la diffusion du campaniforme s'accompagne d'un remplacement presque total des populations locales. Ce n'est pas une diffusion culturelle. C'est une migration de masse avec déplacement ou absorption des populations antérieures. En Asie du Sud, les analyses génétiques ont produit des résultats comparablement importants pour la compréhension du déclin de la civilisation de l'Indus. Des études publiées entre 2019 et 2022 ont montré que les populations actuelles du sous-continent indien résultent d'un mélange entre des populations ancestrales de l'Indus, des populations de chasseurs-cueilleurs du sud de l'Asie et des migrants de la steppe d'Asie centrale. La proportion de chacun de ces groupes varie considérablement selon les régions et les castes. Ce qui est significatif pour la question de l'effondrement de la civilisation de l'Indus, c'est que la migration des populations steppiques vers le sous-continent semble coïncider approximativement avec la période de déclin de cette civilisation, entre 2000 et 1500 avant notre ère. Cette coïncidence n'établit pas une causalité simple, mais elle indique que les migrations humaines et les effondrements de civilisation sont étroitement liés à cette période.
La génomique ancienne a également révélé des connexions inattendues entre des populations géographiquement éloignées. Des analyses des ADN anciens provenant de sites funéraires de la culture des catacombes dans les steppes pontiques ont montré des liens génétiques avec des populations du Moyen-Orient. Des connexions génétiques entre les populations de l'Égée de l'âge du bronze et les populations anatoliennes et du Levant indiquent donc des flux migratoires complexes à travers la Méditerranée orientale. Ces connexions génétiques ne correspondent donc pas toujours aux connexions culturelles identifiées par les archéologues, ce qui suggère que les relations entre les civilisations de l'âge du bronze étaient bien plus complexes que les modèles fondés uniquement sur les artefacts matériels ne le laissaient en supposer. Une découverte particulièrement frappante concerne les populations de l'île de Vanuatu dans le Pacifique. Des analyses génétiques d'ossements anciens datant d'environ 3000 ans ont montré que les premiers habitants de Vanuatu étaient génétiquement presque exclusivement d'origine asiatique orientale ou de Nouvelle-Guinée, sans trace de mélange avec les populations mélanésiennes actuelles. En l'espace d'environ 1000 ans, ce profil génétique a été presque entièrement remplacé par un profil mélanésien. Ce remplacement génétique documenté dans le Pacifique illustre la rapidité avec laquelle des populations entières peuvent être déplacées ou absorbées, et par extension la facilité avec laquelle les traces culturelles d'une population antérieure peuvent disparaître de l'enregistrement archéologique. Pour la question des premières civilisations disparues, ces données génétiques ont une implication fondamentale. Si des migrations massives peuvent remplacer des populations entières en quelques siècles, effaçant leur profil génétique et, dans une large mesure, leur tradition culturelle, alors l'absence de traces archéologiques d'une civilisation antérieure ne constitue pas une preuve de son inexistence. Elle peut simplement refléter l'efficacité avec laquelle les populations qui ont suivi ont occupé les espaces, réutilisé les matériaux de construction et transformé les paysages. Les civilisations ne disparaissent pas toujours en laissant des ruines bien conservées. Elles disparaissent souvent en étant progressivement absorbées, remplacées ou recouvertes par leurs successeurs. La génomique ancienne révèle également un fait moins souvent discuté. Les populations humaines du Pléistocène tardif et de l'Holocène précoce étaient peut-être beaucoup plus diverses génétiquement que les populations actuelles dans les mêmes régions. Des lignées génétiques qui n'ont pas de représentants vivants connus ont été identifiées dans plusieurs régions d'Asie et d'Europe. Ces lignées fantômes, des populations qui ont existé mais dont les descendants directs ne sont plus identifiables dans les populations actuelles, représentent dans des branches entières de l'arbre généalogique humain qui ont disparu sans laisser de traces dans les populations vivantes. Leur disparition génétique correspond à une disparition culturelle, des langues, des pratiques, des technologies et des connaissances qui n'ont pas été transmises parce que les populations qui les portaient ont été absorbées ou éliminées. Ce tableau génétique complexe des migrations préhistoriques confirme que l'histoire des premières civilisations humaines est fondamentalement discontinue. Elle n'est pas une progression linéaire d'un état primitif vers une complexité croissante. Elle est une série de constructions, d'effondrements, de migrations, de reconstructions et de disparitions dont les traces sont partielles, fragmentées et souvent recouvertes par les couches successives de l'occupation humaine. La génomique ancienne fournit des outils pour reconstituer une partie de cette complexité, mais elle révèle en même temps l'ampleur de ce qui reste inconnu. L'une des caractéristiques les plus difficiles à expliquer dans l'histoire des civilisations anciennes est la présence récurrente de technologies dont la sophistication semble disproportionnée par rapport au niveau de développement général attribué à la période dans laquelle elles apparaissent. Ces anomalies technologiques ne concernent pas des objets isolés pouvant être expliqués par des accidents de fabrication ou des innovations individuelles. Elles concernent des ensembles de connaissances systématiques, des techniques de construction, des méthodes d'astronomie, des procédés métallurgiques qui apparaissent soudainement dans l'enregistrement archéologique sans précédents évolutifs clairement identifiables. La précision astronomique de l'architecture mégalithique en est l'exemple le plus documenté. Stonehenge, dans le Wiltshire en Angleterre, présente un alignement précis avec le solstice d'été et le solstice d'hiver. Cette précision n'est pas accidentelle. Elle implique des observations astronomiques systématiques sur de longues périodes, des méthodes de mesure angulaires et une capacité à transposer ces mesures en contraintes architecturales. La culture qui a construit Stonehenge dans ses phases de construction s'étendant entre 3000 et 1500 avant notre ère
ne possédaient pas, selon les modèles conventionnels, de système d'écriture permettant de codifier et de transmettre ces connaissances de manière formelle. Les mécanismes de transmission de connaissances astronomiques suffisamment précises pour guider la construction sur des périodes de plusieurs siècles restent peu explicités. En Égypte, les grandes pyramides de Gizeh présentent des caractéristiques métriques et astronomiques qui ont été l'objet d'analyses considérables. Le côté de la base de la grande pyramide est aligné avec les points cardinaux, avec une précision inférieure à 0,05 degrés, ce qui correspond à la précision de l'astronomie instrumentale des siècles plus récents. La proportion entre la hauteur de la pyramide et le périmètre de sa base approxime le rapport entre le rayon d'un cercle et sa circonférence avec une précision que certains chercheurs ont interprétée comme une connaissance implicite de la valeur de π. Ces observations sont factuellement exactes. Leur interprétation varie. Certains archéologues maintiennent qu'elles résultent de méthodes pratiques de construction sans nécessiter une théorie mathématique formelle, tandis que d'autres estiment qu'elles impliquent un corpus de connaissances géométriques plus avancé que ce que les textes égyptiens connus permettent de documenter. La métallurgie fournit des exemples comparables. Le pilier de fer de Delhi, érigé au IVe ou Ve siècle de notre ère, est composé d'un fer de haute pureté qui a résisté à la corrosion pendant plus de 1600 ans malgré son exposition aux éléments. Les analyses de métallurgique modernes ont montré que cette résistance exceptionnelle est due à une teneur en phosphore particulièrement élevée et à une couche protectrice de composés de fer-hydrogène-oxygène dont la formation était probablement involontaire, mais dont l'effet est comparable à des techniques de protection anti-corrosion modernes. Ce pilier ne représente pas une technologie inconnue, il représente une maîtrise métallurgique qui dépasse ce que les descriptions historiques des pratiques métallurgiques de cette période suggèrent. Plus ancien et plus problématique encore est le cas de la sphère de Saqqara, parfois mentionné mais dont le cas le plus précis est celui des sphères métalliques de Klerksdorp, en Afrique du Sud. Ces objets sphériques, extraits de gisements datés de plusieurs milliards d'années, ont suscité des théories sur leur origine artificielle qui sont systématiquement rejetées par les géologues, qui les identifient comme des concrétions naturelles de pyrophilite et de wollastonite. Ce type de controverse illustre la difficulté d'établir des critères rigoureux pour distinguer les structures artificielles des formations naturelles dans des contextes géologiques anciens. La liste des technologies de l'Antiquité présentant des caractéristiques inattendues est considérable. La machine denticitaire, découverte dans une épave grecque datant du 1er siècle avant notre ère, est un mécanisme à engrenage de bronze capable de calculer les positions des corps célestes, d'anticiper les éclipses et de représenter les cycles astronomiques connus des Grecs. Ces 72 engrenages imbriqués constituant un niveau de précision mécanique qui n'a pas été retrouvé dans d'autres artefacts de l'Antiquité, et dont la réémergence dans l'Homérie européenne ne survient que plus d'un millénaire plus tard. La machine denticitaire prouve que des technologies mécaniques d'une sophistication considérable existèrent dans l'Antiquité sans nécessairement être transmises de manière continue. C'est précisément ce point, la non-transmission, qui est au cœur de la question des ruptures technologiques. La machine denticitaire était unique ou quasi unique dans son époque. Si elle avait disparu dans cette épave sans être récupérée, sa seule existence ne serait connue d'aucun historien. Combien d'autres technologies comparables ont existé et ont disparu sans laisser de traces? La réponse honnête est qu'il est impossible de le savoir. Mais cette impossibilité même révèle la fragilité de l'argument du silence. L'absence de traces d'une technologie ne prouve pas son inexistence, surtout dans des périodes où les matériaux périssables constituaient la grande majorité des objets fabriqués. En Amérique centrale, les civilisations Olmec et Maya ont développé des systèmes astronomiques et mathématiques d'une précision remarquable. Le calendrier Maya-Langkonde capture des cycles astronomiques, notamment la précession des équinoxes, d'une durée de 25 772 ans, avec une précision qui implique des observations systématiques sur de très longues périodes. Les méthodes par lesquelles ces observations ont été accumulées et transmises sans instrumentation optique restent partiellement inexpliquées. Des études récentes ont montré que certains sites mayas présentent des alignements astronomiques dont la précision implique des méthodes de mesure angulaire sophistiquées dont les instruments physiques n'ont pas été retrouvés. La rupture technologique la plus significative dans l'histoire récente des découvertes archéologiques est peut-être celle que révèle la comparaison entre les niveaux de construction de Göbekli Tepe.
Les couches les plus anciennes présentent les structures les plus grandes et les plus élaborées. Les couches plus récentes présentent des structures plus petites et moins complexes. Cette trajectoire inverse de celle que prévoit le modèle évolutionnaire standard, où la complexité technologique augmente avec le temps, suggère que les constructeurs des couches les plus anciennes maîtrisaient un corpus de techniques qu'ils n'ont pas entièrement transmis à leurs successeurs. Si cette perte de transmission s'est produite sur un site unique dans un laps de temps relativement court, les mêmes processus auraient pu se produire à plus grande échelle au cours des millénaires, effaçant des connaissances que nous ne pouvons pas reconstituer uniquement à partir de l'enregistrement archéologique disponible. La montée du niveau des mers à la fin de la dernière période glaciaire a submergé des surfaces continentales considérables. Entre 20 000 et 7 000 ans avant notre ère, le niveau des océans a augmenté de l'ordre de 120 mètres. Cette montée a transformé la géographie de la planète de manière radicale. Des terres émergées, qui existaient pendant la période glaciaire, certaines d'une superficie comparable à des continents actuels, sont aujourd'hui sous les eaux. La Sundaland, qui reliait les îles de l'Asie du Sud-Est au continent asiatique, a été submergée progressivement. Le Doggerland, une vaste plaine côtière qui reliait la Grande-Bretagne au continent européen à travers ce qui est aujourd'hui la mer du Nord, a disparu sous les eaux entre 8000 et 6000 avant notre ère. La Béringie, le pont terrestre qui permettait le passage entre l'Asie et l'Amérique du Nord, a été englouti vers 11 000 avant notre ère. Ces territoires n'étaient pas inhabités. Des analyses sédimentaires du plancher marin de la mer du Nord, conduites notamment par des équipes britanniques et néerlandaises, ont révélé des traces d'occupation humaine dans le Doggerland, des outils en silex, des ossements d'animaux chassés, des vestiges de campements. Ces populations ont été contraintes de migrer vers les terres encore émergées à mesure que les eaux montaient sur une période de plusieurs millénaires. Les migrations natoufiennes et néolithiques que la génomique ancienne a documentées en Europe pourraient en partie refléter les déplacements de populations chassées par la montée des eaux depuis les côtes submergées. La question de savoir si des formes d'organisation sociale complexes existaient dans ces territoires submergés est posée par certains chercheurs, mais reste pratiquement impossible à répondre avec les méthodes actuelles. L'archéologie sous-marine est une discipline techniquement difficile et financièrement coûteuse. Les structures construites en matériaux organiques, bois, roseaux, argile non cuite, ne survivent généralement pas à des millénaires de submersion dans des eaux peu profondes et agitées. Seules les structures en pierre préservent des traces identifiables, et encore seulement dans des conditions de conservation particulièrement favorables. Le golfe du Cambay, au large des côtes du Gujarat en Inde, est l'un des sites les plus discutés dans ce contexte. En 2001, l'Organisation nationale de développement océanique de l'Inde a annoncé la découverte de structures géométriques à une profondeur d'environ 40 mètres. Des artefacts récupérés sur le site, dont un morceau de bois, ont été datés par la méthode du carbone 14 à environ 9500 ans avant le présent, ce qui placerait ce site dans la période qui précède les civilisations connues de l'Inde. Cette découverte a suscité un intérêt considérable, mais les données publiées sont restées insuffisantes pour permettre une évaluation académique rigoureuse. L'interprétation des structures comme artificielles est contestée par certains géologues qui y voient des formations naturelles. Au large des côtes de Cuba, des structures géométriques à une profondeur de 600 à 700 mètres ont été identifiées par des explorateurs sous-marins en 2001. La profondeur à laquelle ces structures se trouvent les situerait en dehors de toute période glaciaire raisonnablement envisageable pour une occupation humaine côtière. La mer n'a jamais été suffisamment basse pour exposer ces zones à l'atmosphère dans les derniers cycles glaciaires. Cette contrainte géologique rend l'interprétation artificielle de ces structures particulièrement problématique. La plupart des géologues marins privilégient une explication naturelle, liée aux formations calcaires sous-marines, caractéristiques de la région. Le cas de la côte d'Okinawa et du site de Yonaguni est différent. Les formations sous-marines identifiées à Yonaguni se trouvent à une profondeur de 25 à 30 mètres. À la fin de la dernière période glaciaire, ces eaux étaient exposées à l'atmosphère. Si les structures observées sont d'origine artificielle, elles auraient donc pu être construites entre 10 000 et 6 000 ans, avant notre ère. La controverse entre géologues sur la nature des formations, naturelles ou artificielles, porte notamment sur l'interprétation des angles droits, des terrasses en gradin et d'une structure que certains ont décrit comme une arche.
Des partisans de l'hypothèse artificielle, comme le professeur Kimura, soulignent la présence de marques qui ressemblent à des traces d'outils. Les sceptiques répondent que le calcaire se fragmente naturellement selon des plans de clivage qui peuvent produire des angles droits et des surfaces planes. En Méditerranée, dans l'Ouest récent, des recherches récentes ont documenté des sites côtiers submergés qui offrent des données plus solides. Au large des côtes de la Sardaigne, des structures mégalithiques construites dans des matériaux identiques à ceux utilisés dans les monuments nuragiques terrestres ont été identifiées sous plusieurs mètres d'eau. Leur submersion est cohérente avec la montée du niveau de la Méditerranée au cours des derniers millénaires. Ces structures sont clairement artificielles, clairement associées à une culture connue, et leur submersion constitue un exemple documenté de la manière dont l'expansion de l'occupation côtière est effacée par la montée des eaux. En Grèce, le site de Pavlopétrie, au large des côtes du Péloponnèse, est l'une des villes submergées les mieux documentées. Datant d'environ 5000 avant notre ère, avec des phases d'occupation s'étendant jusqu'à l'âge du bronze, Pavlopétrie présente un plan urbain clairement identifiable avec des rues, des bâtiments et des zones fonctionnelles distinctes. Sa submersion résulte à la fois de la montée du niveau de la mer et d'une activité sismique locale. Ce site prouve que des agglomérations organisées pouvaient être entièrement englouties et préservées dans un état permettant leur identification et leur analyse. Il suggère que d'autres sites similaires, dans des régions moins bien explorées ou à des profondeurs plus importantes, pourraient exister sans avoir encore été découverts. La cartographie systématique des zones côtières qui étaient émergées pendant la période glaciaire et qui se trouvent aujourd'hui sous des eaux relativement peu profondes, moins de 60 mètres, représente une priorité de recherche identifiée par plusieurs archéologues spécialisés. Ces zones, qui représentent plusieurs millions de kilomètres carrés à l'échelle mondiale, constituent un enregistrement archéologique potentiellement immense et largement inexploré. Les technologies de sonar haute résolution et de cartographie bathymétrique développées ces dernières décennies ont rendu leur exploration systématique techniquement possible pour la première fois. Les résultats de ces explorations, encore largement préliminaires, pourraient modifier significativement la compréhension de la distribution des populations humaines pendant les périodes préhistoriques les moins bien documentées. La géologie enregistre les événements catastrophiques dans les couches de la roche et des sédiments avec une précision qui dépasse souvent celle des archives historiques humaines. Les tsunamis laissent des dépôts de sédiments marins sur des terres émergées. Les impacts météoritiques créent des structures d'éjecta identifiables. Les éruptions volcaniques déposent des couches de cendres synchrones qui servent de repères chronologiques dans les carottes sédimentaires du monde entier. Les séismes modifient la géomorphologie des côtes et des plaines alluviales. Et ces enregistrements géologiques constituent une archive indépendante des événements catastrophiques qui ont affecté la Terre au cours des derniers temps millénaires, une archive qui peut être comparée aux archives textuelles pour tester la plausibilité géologique des récits de catastrophes anciens. L'éruption du Terra, le volcan de l'île de Santorin dans la mer Égée, est l'un des événements catastrophiques les mieux documentés de l'Antiquité. Des analyses de carottes de glace groenlandaises et de sédiments marins ont permis de dater cette éruption entre 1620 et 1540 avant notre ère, avec une précision croissante à mesure que les méthodes d'analyse s'améliorent. L'éruption a projeté dans l'atmosphère un volume de matériaux estimé entre 60 et 100 km3, ce qui en fait l'une des plus grandes éruptions de l'Holocène. Ces effets climatiques, un refroidissement global de l'ordre de 1 à 2 degrés Celsius pendant plusieurs années, ont été identifiés dans les enregistrements de cernes d'arbres en Irlande, en Suède et en Anatolie. La destruction de la civilisation minoenne de Crète, dont le déclin coïncide approximativement avec cette période, est l'une des conséquences possibles de cet événement, bien que la corrélation causale directe reste débattue. L'hypothèse d'un lien entre l'éruption du Terra et la tradition du déluge et des plaies d'Égypte dans les textes bibliques a été avancée par plusieurs chercheurs. Les récits d'eau rouge, de ténèbres et de destruction massive pourraient en correspondre aux effets d'une éruption volcanique majeure. Les cendres volcaniques coloreront les eaux, l'obscurcissement du Soleil par les particules en suspension dans l'atmosphère créera des périodes d'obscurité prolongées et les tsunamis générés par l'effondrement de la caldeira pourraient expliquer les références aux eaux tumultueuses. Cette hypothèse est attrayante mais chronologiquement problématique. Les dates conventionnellement attribuées à l'Exode biblique sont postérieures à l'éruption du Terra d'1 à 2 siècles selon la plupart des chronologies.
Ces difficultés chronologiques ont conduit certains chercheurs à proposer des révisions de la chronologie égyptienne qui restent minoritaires dans la communauté académique. À une échelle temporelle plus longue, la géologie documente des événements d'une amplitude bien supérieure. Le cratère de Chicxulub, découvert dans les années 1970 au large des côtes du Yucatan, témoigne de l'impact qui a mis fin à l'ère des dinosaures il y a 66 millions d'années. Cet impact n'a pas de pertinence directe pour l'histoire humaine, mais il établit un précédent fondamental. Des impacts d'objets cosmiques peuvent provoquer des extinctions de masse et des réorganisations radicales de la vie sur Terre. La question n'est donc pas de savoir si de tels événements sont possibles, mais à quelle fréquence ils se produisent à des amplitudes susceptibles d'affecter les civilisations humaines. Les études sur la fréquence des impacts astronomiques à différentes échelles d'amplitude suggèrent donc que des événements capables de provoquer des destructions régionales, comparables à l'impact de Tunguska en Sibérie en 1908, dont l'explosion atmosphérique a rasé 2000 km² de forêt, se produisent à une fréquence de l'ordre d'une fois par quelques siècles à quelques millénaires. Des événements de plus grande amplitude, capables d'affecter des zones continentales entières, seraient nés plus rares mais pas absents dans les échelles de temps de l'histoire humaine. L'identification de ces événements dans l'enregistrement géologique est rendue difficile par le fait que les impacts dans les océans, qui couvrent 70% de la surface terrestre, laissent des traces beaucoup moins facilement identifiables que les impacts continentaux. La couche de sphérules de platine et de carbone noir, identifiée dans les couches correspondant à la Dryas récente, sur des sites répartis de l'Amérique du Nord à l'Europe et au Moyen-Orient, constitue le témoignage géologique le plus direct d'un possible événement cosmique à l'époque de l'histoire humaine préhistorique. La recherche autour de cette couche est active. Une étude publiée en 2023 dans la revue Scientific Reports a identifié les mêmes marqueurs dans des couches datées de la même période au Chili, étendant la distribution géographique de cet événement à l'hémisphère sud. Cette extension géographique est importante parce qu'un événement régional, limité à l'hémisphère nord, aurait des effets différents d'un événement véritablement global. Les données des tsunamis préhistoriques constituent un autre enregistrement géologique pertinent. Des dépôts de sédiments marins sur des terres émergées, identifiés dans plusieurs régions côtières, témoignent de tsunamis d'une amplitude considérable survenus à des périodes préhistoriques. En Écosse, des dépôts de sédiments marins découverts dans des zones côtières basses ont été associés au glissement de terrain de Storegga, survenu vers 6100 avant notre ère sur le plateau continental norvégien. Ce glissement sous-marin a généré un méga-tsunami qui a frappé les côtes de l'Écosse, de la Norvège et possiblement des îles britanniques, avec des vagues estimées à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. La coïncidence chronologique entre ce tsunami et la submersion finale du Doggerland a conduit certains chercheurs à proposer que cet événement a précipité la disparition des dernières populations du Doggerland encore présentes à cette période. En Australie, les traditions orales des peuples aborigènes contiennent tant des descriptions détaillées de la montée des eaux qui ont submergé des côtes autrefois habitées. Des analyses publiées en 2017 dans des revues spécialisées ont montré que certaines de ces traditions orales correspondent avec précision à des événements géologiquement documentés survenus entre 7000 et 18 000 ans avant le présent. La précision géographique et chronologique de ces traditions orales suggère qu'elles préservent une mémoire d'événements réels sur des périodes allant jusqu'à plusieurs centaines de générations. Cette capacité des traditions orales à préserver des informations géologiquement vérifiables sur des millénaires constitue un argument sérieux pour prendre au sérieux les descriptions de catastrophes dans d'autres traditions orales et textuelles anciennes. Ce que l'ensemble des données géologiques révèle est cohérent avec ce que les archives textuelles anciennes décrivent. La période de la fin de la dernière période glaciaire et des millénaires qui ont suivi a été ponctuée d'événements catastrophiques. Montée des eaux, tsunamis, perturbations climatiques et possiblement des impacts cosmiques, dont les effets cumulatifs sur les populations humaines ont été massifs. Ces événements n'expliquent pas l'ensemble des effondrements de civilisations, mais ils constituent un cadre dans lequel la disparition de formes d'organisation sociale précoce devient non seulement plausible, mais attendue. Toutes les civilisations n'ont pas disparu sans laisser de descendants culturels.
Certaines ont survécu sous des formes transformées, préservant dans leurs traditions, leurs rituels et leur système de connaissances des éléments qui pourraient remonter à des périodes beaucoup plus anciennes que leur documentation écrite. L'analyse de ces traditions de survie, leur structure, leur contenu et leur cohérence interne offre une perspective complémentaire à l'archéologie et à la génomique sur la question de ce qui a été préservé après les grandes catastrophes de l'histoire humaine. Les traditions orales des peuples autochtones d'Australie constituent l'un des systèmes de mémoire collective les mieux documentés et les plus anciens connus. Les études menées par des linguistes et des géologues en collaboration avec des communautés aborigènes ont montré que certaines traditions orales décrivent avec précision des paysages géographiques qui ont été transformés par des processus géologiques il y a plusieurs millénaires. La description de volcans actifs dans des régions où l'activité volcanique a cessé entre 5000 et 37 000 ans avant le présent, la description précise de la configuration des côtes avant leur submersion, et les récits de la formation de certaines îles à la suite d'éruptions volcaniques correspondent tous à des événements géologiquement vérifiables. Cette précision factuelle sur des événements géologiques anciens indique que les mécanismes de transmission orale de ces traditions préservent un contenu informatif réel sur de très longues périodes. La question qui se pose est de savoir si des traditions orales équivalentes ont existé dans d'autres cultures, et dans quelle mesure elles auraient pu préserver des informations sur les catastrophes qui ont marqué la fin de la période glaciaire. Dans les cultures qui ont développé des systèmes d'écriture, les traditions orales antérieures ont souvent été transformées en textes écrits à un moment où elles avaient déjà subi plusieurs cycles de reformulation et de réinterprétation. Ce processus de transcription introduit des transformations narratives qui peuvent obscurcir le contenu factuel original. Mais certaines structures narratives, comme les éléments topographiques d'eau spécifiques ou les séquencements d'événements physiques, résistent mieux à ces transformations que les éléments symboliques ou théologiques. La tradition brahmine indienne conserve dans les Védas et les Brahmanas une cosmologie et une astronomie dont la sophistication a été analysée par des chercheurs comme le mathématicien David Pingree et plus récemment par des astronomes comme Subhash Kak. Kak a proposé dans une série d'articles publiés à partir des années 1990 que certains textes védiques encodent des connaissances astronomiques, notamment des observations de précession des équinoxes, qui remonteraient à des périodes antérieures à la datation conventionnelle de la composition de ces textes. Ces propositions restent controversées dans la communauté académique, mais elles illustrent la direction dans laquelle certains chercheurs cherchent à utiliser les traditions textuelles comme source d'informations sur des périodes préhistoriques. En Égypte, la tradition hermétique, un corpus de textes philosophiques et ésotériques attribué à Hermès Trismégiste, contient des allusions à une période de connaissance antérieure à la civilisation historique connue. Le Corpus Hermeticum, dans ses parties les plus anciennes, probablement datées des premiers siècles de notre ère, décrit une transmission de sagesse depuis dans une période primordiale. Des textes égyptiens plus anciens, comme les textes des pyramides et les textes des sarcophages, font référence à un temps mythique appelé Zep-Tepi, le premier temps, dans lequel les dieux auraient indirectement établi les fondements de la civilisation égyptienne. L'égyptologue John Anthony West et le géologue Robert Schoch ont proposé que certains monuments égyptiens, notamment le Sphinx de Gizeh, portent des traces d'érosion par l'eau qui suggèrent une date de construction plus ancienne que celle généralement acceptée. Cette hypothèse, publiée dans des travaux techniques mais controversés, a relancé le débat sur la chronologie de la civilisation égyptienne. Les traditions mésoaméricaines offrent un autre exemple de mémoire collective structurée. Les Mayas et les Aztèques ont maintenu des systèmes calendaires complexes qui divisent le temps en grandes ères séparées par des cataclysmes. La cosmologie aztèque décrit 4 soleils antérieurs, 4 âges successifs, chacun terminé par une catastrophe différente, inondation, vent, pluie de feu, séisme. L'âge actuel, le 5e soleil, est lui-même destiné à une fin catastrophique. Cette structure de temps cyclique ponctuée de catastrophes est cohérente sur le plan narratif, avec une tradition préservant la mémoire d'événements catastrophiques réels. Mais il est impossible de déterminer, uniquement à partir de la structure narrative, si ces récits reflètent des catastrophes historiques spécifiques ou des constructions mythologiques indépendantes. La tradition chinoise présente des éléments similaires.
Les chroniques chinoises anciennes font référence à un déluge catastrophique survenu sous le règne légendaire de l'empereur Yao, à une période que les textes situent vers 2300 avant notre ère, coïncidant approximativement avec l'événement 4,2 Ka. Une étude publiée en 2016 dans la revue Science par Wu Qinglong et ses collègues a proposé une confirmation géologique de ce déluge. L'équipe a identifié, dans le canyon de Jishi, sur le plateau tibétain, des sédiments correspondant à la rupture d'un barrage naturel formé par un glissement de terrain dont les eaux libérées auraient inondé les plaines de la vallée du fleuve Jaune. La datation de ces sédiments correspond approximativement à la période attribuée au déluge légendaire, ce qui a conduit les auteurs à proposer que le récit légendaire préserve la mémoire d'un événement géologique réel. Ce qui est remarquable dans ces exemples n'est pas la confirmation de chaque récit mythologique individuel, mais la convergence de plusieurs traditions culturelles distinctes vers des thèmes communs. La préservation de la mémoire de catastrophes passées, la description d'une période antérieure à la civilisation actuelle et l'identification de ces catastrophes comme des facteurs de rupture dans la continuité de l'organisation sociale. Cette convergence thématique peut refléter soit une tendance universelle de l'esprit humain à organiser le temps en termes de rupture catastrophique, soit la préservation, dans ces traditions, d'une mémoire réelle d'événements qui ont effectivement jalonné l'histoire humaine préhistorique. Les deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. Ce que l'analyse des cultures de survie révèle avec certitude, c'est que les mécanismes de transmission culturelle sur de longues périodes sont plus robustes qu'on ne le suppose généralement. Des informations géographiques, astronomiques et historiques peuvent être préservées dans des traditions orales et rituelles sur des millénaires, à condition que les sociétés qui les transmettent maintiennent une continuité suffisante. Les ruptures de cette continuité, invasion, déplacement de population, extinction culturelle, sont précisément ce qui détruit ces archives vivantes. Et les grandes catastrophes de l'histoire humaine ont, par définition, créé les conditions de ces ruptures. Certains sites archéologiques et certaines structures anciennes présentent des caractéristiques qui résistent systématiquement aux explications dans le cadre des chronologies et des capacités techniques conventionnellement attribuées à leur période de construction. Ces anomalies ne constituent-elles pas, prises individuellement, des preuves irréfutables d'une révision radicale de la chronologie, mais leur accumulation progressive, documentée dans des publications académiques de plus en plus nombreuses, impose une réévaluation sérieuse de certains des postulats fondamentaux de l'archéologie préhistorique. Le site de Pumapunku, sur le plateau de l'altiplano bolivien, à une altitude d'environ 3800 mètres, présente des blocs de pierre taillés dont le niveau de précision géométrique a fait l'objet d'analyses détaillées. Des blocs en andésite et en grès rouge présentent des surfaces planes, des angles droits et des rainures dont la régularité a été mesurée à l'aide d'instruments modernes. Des chercheurs en ingénierie ont estimé que la production de ces surfaces par des outils en pierre ou en bronze, les seuls matériaux généralement attribués aux constructeurs de cette région à cette période, nécessiterait des temps de travail considérables et produirait des résultats d'une précision moindre que celle observée. L'hypothèse de l'utilisation d'outils plus durs, incluant potentiellement des alliages métalliques inconnus ou des méthodes abrasives différentes de celles documentées, est avancée mais non prouvée. Les dimensions des blocs de Pumapunku ajoutent une dimension supplémentaire au problème. Certains blocs pèsent dans plusieurs dizaines de tonnes. Leur transport depuis les carrières identifiées, situées à plusieurs kilomètres du site et dans un cas de l'autre côté du lac Titicaca, aurait nécessité des méthodes de transport dont la nature précise n'est pas établie. Les explications conventionnelles font appel à des traîneaux en bois, à des rouleaux et à une main-d'œuvre importante. Ces méthodes sont plausibles en théorie, mais n'ont pas encore été démontrées expérimentalement pour des blocs de cette masse dans le contexte topographique et altitudinal de l'altiplano. En Égypte, le temple de l'Osiraion à Abydos présente des caractéristiques architecturales qui contrastent radicalement avec les constructions égyptiennes des périodes qui l'entourent chronologiquement. Ces murs sont construits en blocs de granit et de calcaire, d'une taille exceptionnelle, sans les décorations hiéroglyphiques qui caractérisent les monuments de l'époque du Nouvel Empire auxquels il est conventionnellement associé. Son style architectural monolithique et austère est plus proche de celui de certaines structures prédynastiques ou de la période de l'Ancien Empire que de celui des constructions ramessides environnantes.
L'égyptologue Henri Francfort, qui a dirigé les fouilles du site dans les années 1930, a noté cette discordance stylistique et a suggéré que la structure pourrait être plus ancienne que le temple de Séti Ier auquel elle est architecturalement associée. Cette suggestion n'a pas été suivie d'un consensus académique. Les blocs de la terrasse du temple de Baalbek, au Liban, constituent l'un des exemples les plus documentés de mégalithisme extrême dans l'Antiquité. La terrasse des Trilitons comprend 3 blocs de calcaire d'une masse estimée entre 800 et 1000 tonnes chacun, encore en place dans la fondation du temple de Jupiter romain. Un 4e bloc, connu sous le nom de Hajar el-Hibla, est encore dans sa carrière d'origine et est estimé à plus de 1200 tonnes. La datation romaine des structures visibles en surface est établie, mais les fondations mégalithiques sur lesquelles les Romains ont construit soulèvent la question de savoir à quelle période et par qui ces blocs ont été placés. Des traces de construction antérieures aux structures romaines ont été identifiées sur le site, mais leur datation précise reste incertaine. Les méthodes par lesquelles des blocs de cette masse ont été extraits, transportés et placés avec la précision observée constituent une question d'ingénierie non résolue. Au Pérou, les structures de Sacsayhuaman, au-dessus de Cusco, présentent des assemblages de blocs polygonaux, d'une complexité remarquable. Les blocs, dont certains dépassent 100 tonnes, sont ajustés selon des faces multiples avec une précision millimétrique vérifiable. Des essais de reconstruction expérimentale ont montré que la reproduction de ces assemblages par les méthodes supposément utilisées par les Incas, cordes, leviers, rampes en terre, est possible en principe mais extrêmement difficile à mettre en œuvre pour les blocs les plus massifs. Les Incas eux-mêmes, dans leur tradition orale recueillie par les chroniqueurs espagnols, attribuaient la construction de Sacsayhuaman à une période antérieure à leur empire, à des êtres ou des peuples dont l'identité n'est pas clairement définie. Cette tendance des civilisations à attribuer leurs monuments les plus imposants à des constructeurs antérieurs est récurrente. Les Égyptiens attribuaient certains de leurs monuments les plus anciens aux dieux. Les Grecs attribuant les constructions cyclopéennes de Mycène aux Cyclopes. Les Incas attribuaient Sacsayhuaman à des peuples précédents. Les Mayas attribuaient un Teotihuacan, une cité qu'ils n'avaient pas construite, aux dieux. Cet pattern narratif constant, dans lequel les civilisations historiques se présentent comme les héritières de constructeurs dont elles ignorent l'identité réelle, est lui-même un indicateur de la manière dont la mémoire des origines peut être préservée sous forme de traditions attribuant la grandeur à un passé obscur. La question la plus précise que posent des structures hors chronologie n'est pas celle de leur mécanisme de construction exact. Cette question, bien que non résolue, reste dans le domaine du génie civil et de l'histoire des techniques. La question plus fondamentale est celle des connaissances qui ont rendu leur conception possible. La grande pyramide de Gizeh est alignée avec une précision qui implique des connaissances astronomiques avancées. Les complexes de Teotihuacan et de Chichen Itza sont orientés en fonction de cycles astronomiques précis. Sacsayhuaman et Pumapunku impliquent des connaissances géométriques et une organisation logistique d'une sophistication considérable. Ces connaissances ne surgissent pas spontanément. Elles se développent au sein de traditions intellectuelles organisées, transmises sur des générations et codifiées dans des institutions. Les traces de ces institutions, les écoles, les bibliothèques, les corpus de textes techniques, sont absentes ou fragmentaires pour les périodes les plus anciennes de ces constructions. Cette absence de traces institutionnelles est cohérente avec 2 hypothèses distinctes. Soit ces connaissances ont été développées localement et leurs institutions n'ont pas laissé de traces archéologiques, soit elles ont été transmises depuis des traditions antérieures dont les institutions ont disparu. Aucune de ces hypothèses n'est démontrée. Mais la seconde offre une explication plus économique de la distribution géographique et de la simultanéité approximative de l'apparition de connaissances similaires dans des cultures géographiquement séparées au cours de la même période de l'histoire humaine. La transmission des connaissances entre générations et entre civilisations est l'un des processus les plus fondamentaux de l'histoire humaine et l'un des plus vulnérables aux perturbations. La perte d'une bibliothèque, la mort d'un groupe d'artisans spécialisés, la déportation d'une population ou la destruction d'un système d'écriture suffisent à effacer des corpus de savoir accumulés sur des siècles. L'histoire documentée offre plusieurs exemples de ces pertes. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, dont la série d'incendies s'est étendue sur plusieurs siècles.
la perte des techniques de construction romaines après les invasions du 5e siècle, qui n'ont été partiellement récupérées que plusieurs siècles plus tard, la destruction par les conquistadors espagnols des manuscrits mayas, dont seulement 4 exemplaires ont survécu. Ces pertes sont documentées et leurs effets sont mesurables. Elles constituent en dessous des modèles permettant de comprendre comment des connaissances peuvent disparaître même dans des civilisations alphabétisées et institutionnalisées. Pour les civilisations préhistoriques ou proto-historiques, les mécanismes de transmission des connaissances devaient être différents et potentiellement encore plus vulnérables. Sans écriture, les savoirs techniques complexes, les techniques d'astronomie, de taille de pierre, de navigation, de métallurgie, devaient en être transmis oralement et par la pratique directe. Ce mode de transmission nécessite une continuité des institutions sociales, des guildes d'artisans, des collèges de prêtres astronomes, des écoles de navigateurs. La rupture de cette continuité, et par la mort, la dispersion ou l'assimilation d'un groupe porteur de savoir, implique la perte irréversible du savoir lui-même. Les mathématiques offrent un exemple frappant de cette dynamique de perte et de redécouverte. Le théorème qui, dans la tradition occidentale, porte le nom de Pythagore, était connu des Babyloniens plusieurs siècles avant Pythagore. Des tablettes cunéiformes, datant du 2e millénaire avant notre ère, dont la tablette connue sous le nom de Plimpton 322, contiennent des séries de triples pythagoriciens, des ensembles de 3 nombres satisfaisant la relation a au carré plus b au carré égale c au carré, qui indique une connaissance pratique avancée de cette relation géométrique. Les Égyptiens utilisaient des triangles 3, 4, 5 dans leur construction, comme l'attestent certains papyrus et les traces d'outils sur des sites de construction. Malgré cela, la relation mathématique sous-jacente a dû être redécouverte ou formalisée à nouveau dans la tradition grecque. La connaissance pratique existait. La formalisation théorique a été perdue et reconstruite. Ce modèle de perte et de redécouverte est documenté dans l'histoire des mathématiques, de la médecine et de l'ingénierie. Des techniques chirurgicales décrites dans des textes médicaux indiens anciens ont été perdues et redécouvertes dans la médecine européenne moderne. Des procédés métallurgiques utilisés dans l'Antiquité, certains aciers de Damas, certains bronzes grecs n'ont pas encore été entièrement reproduits par des méthodes modernes parce que leurs formulations précises n'ont pas été transmises. Ces exemples illustrent la fragilité du transfert de savoir, même dans des conditions relativement favorables. Les institutions qui permettent la transmission des connaissances sur de longues périodes partagent plusieurs caractéristiques. Elles maintiennent des archives écrites ou des traditions orales rigoureusement codifiées. Elles forment des spécialistes dont la fonction principale est la préservation et la transmission du savoir, et elles disposent d'une légitimité sociale suffisante pour se maintenir à travers les changements politiques et les perturbations externes. Dans les sociétés antiques, ces fonctions étaient souvent assurées par les temples et les institutions religieuses, qui combinaient des fonctions rituelles avec des fonctions éducatives, archivistiques et techniques. La destruction ou la perturbation de ces institutions est documentée comme un facteur de perte de connaissances dans plusieurs épisodes historiques. Lorsque l'Empire romain a adopté le christianisme comme religion officielle au IVe siècle de notre ère, les temples et les institutions religieuses qui avaient servi de centre de transmission du savoir dans le monde classique ont été fermés ou détruits. La plupart des textes de la philosophie présocratique ont disparu à cette période. Des corpus entiers de médecine, d'astronomie et de mathématiques de l'Antiquité ne sont connus que par des références indirectes ou des fragments parce que les institutions qui les préservaient n'ont pas survécu à cette transition. Dans un contexte plus ancien, l'effondrement de l'âge du bronze tardif, survenu vers 1200 avant notre ère, a provoqué la disparition ou la transformation radicale de plusieurs systèmes d'écriture. Le linéaire A, utilisé par la civilisation minoenne, reste non déchiffré. Le linéaire B, utilisé par les Mycéniens pour administrer leurs palais, a disparu avec les palais eux-mêmes et n'a été redécouvert et déchiffré qu'au XXe siècle. Des savoirs techniques et administratifs encodés dans ces systèmes d'écriture ont été perdus pendant plusieurs siècles, avant que l'alphabet phénicien et ses dérivés grecs ne permettent de reconstruire une tradition écrite en Méditerranée. Pour les civilisations préhistoriques hypothétiques, celles qui auraient existé avant les périodes historiques documentées et dont les traces auraient été effacées par des catastrophes naturelles, le problème de la transmission des connaissances est encore plus aigu.
Si ces civilisations n'avaient pas développé de système d'écriture, leur savoir technique aurait été entièrement dépendant de la continuité des institutions sociales qui les préservèrent. Une catastrophe suffisamment dévastatrice pour éliminer ces institutions aurait effacé les savoirs eux-mêmes, ne laissant que les traces physiques de leur application, les monuments, les artefacts, les structures, sans le contexte intellectuel permettant de les comprendre. C'est précisément la situation que l'on observe dans l'enregistrement archéologique. Des structures dont la conception implique des connaissances sophistiquées coexistent avec une absence totale de documentation sur les institutions qui ont produit ces connaissances. Les pyramides de Gizeh sont là, mais les textes expliquant leur conception géométrique ne l'ont jamais été retrouvés. Les alignements astronomiques de Stonehenge sont mesurables, mais les méthodes par lesquelles ils ont été calculés sont inconnues. Göbekli Tepe est documenté dans ses détails architecturaux, mais les savoirs rituels et techniques qui ont guidé sa construction ont disparu sans laisser de traces textuelles. Cette asymétrie entre la sophistication matérielle des structures et l'absence de documentation intellectuelle est l'une des caractéristiques les plus intrigantes des civilisations les plus anciennes. Elle pourrait indiquer simplement que les matériaux utilisés pour enregistrer les connaissances, peau, papyrus, bois, argile non cuite, n'ont pas survécu. Elle pourrait également indiquer que les connaissances en question étaient retransmises exclusivement par voie orale et pratique, dans des institutions qui n'ont pas survécu. Dans les deux cas, le résultat est le même. Nous héritons des réalisations matérielles de ces civilisations sans les outils conceptuels qui les ont rendues possibles. La question de la transmission des connaissances est donc au cœur de l'énigme des premières civilisations. Ce n'est pas seulement une question sur ce qui a été perdu, c'est une question sur ce qui a peut-être été partiellement préservé, sous des formes transformées, fragmentées et réinterprétées dans les traditions des civilisations qui ont suivi. Et c'est une question sur les mécanismes par lesquels des savoirs techniques complexes peuvent être préservés ou perdus en fonction de la robustesse des institutions qui les portent. L'investigation que ce documentaire a conduite à travers 14 segments distincts n'aboutit pas à une conclusion simple. Elle aboutit à une cartographie de l'incertitude, une délimitation précise de ce que les données disponibles permettent d'affirmer, de ce qu'elles suggèrent sans le prouver, et de ce qui reste fondamentalement hors de portée des méthodes d'investigation actuelles. Cette cartographie est en elle-même un résultat significatif, parce qu'elle révèle que les zones d'incertitude sont beaucoup plus étendues que le discours académique dominant ne le laisse généralement entendre. Ce que les données permettent d'affirmer avec un degré de confiance élevé est le suivant. Des civilisations organisées les ont existé et se sont effondrées à plusieurs reprises au cours des 10 derniers millénaires. Ces effondrements ont été causés par des combinaisons de facteurs environnementaux, sociaux et dans certains cas militaires, dont la proportion relative varie selon les cas. L'événement climatique 4,2 cas constitue un facteur causal plausible et partiellement documenté dans plusieurs effondrements simultanés survenus vers 2200, avant notre ère. La montée du niveau des mers à la fin de la dernière période glaciaire a submergé des zones côtières habitées et contraint des migrations massives de population. Les analyses génétiques confirment que des migrations de grande amplitude ont affecté la composition des populations de l'Europe, de l'Asie du Sud et d'autres régions à des périodes correspondant à des transitions culturelles visibles dans l'enregistrement archéologique. Ce que les données suggèrent, sans le prouver, est plus étendu et plus difficile à délimiter avec précision. La chronologie standard de la civilisation humaine, qui place le développement de l'organisation sociale complexe à partir d'environ 3500 avant notre ère, est remise en question par des sites comme Göbekli Tepe, qui documentent des niveaux d'organisation considérables dès 10 000 avant notre ère. Si Göbekli Tepe représente un niveau d'organisation précoce isolé, il pose une question sur ses origines techniques. Si, comme certains chercheurs le proposent, il représente un phénomène culturel plus large dont la plupart des traces ont été effacées, la chronologie standard devient structurellement insuffisante. Les données disponibles ne permettent pas encore de trancher entre ces deux interprétations. L'hypothèse d'un impact cosmique à la fin de la Drias récente est supportée par un ensemble de marqueurs géochimiques dont la distribution géographique est documentée sur plusieurs continents. Mais la nature exacte de cet événement, impact direct, explosion atmosphérique, impact dans les glaces polaires ou combinaison de plusieurs impacts, reste non établie.
Les débats méthodologiques sur la synchronicité des couches et l'interprétation de certains marqueurs ne sont pas résolus. De nouvelles données publiées depuis 2020 ont renforcé la position des partisans de l'hypothèse d'impact, mais n'ont pas produit le consensus qui la ferait entrer dans le cadre interprétatif dominant. Les connexions culturelles entre des civilisations géographiquement séparées, les similitudes architecturales, iconographiques et astronomiques documentées dans plusieurs sections de cette investigation constituent un ensemble de données cohérent avec l'hypothèse de contacts préhistoriques plus étendus que ceux actuellement reconnus. Mais la cohérence avec une hypothèse n'est pas une preuve de cette hypothèse. Les données génétiques sur les contacts polynésiens avec l'Amérique du Sud fournissent un exemple de contact précolombien prouvé, mais elles ne prouvent pas l'existence de réseaux de navigation préhistorique de portée plus large à des périodes plus anciennes. Ce qui reste fondamentalement hors de portée des méthodes d'investigation actuelles est la question centrale de cette investigation: l'existence éventuelle de formes d'organisation sociale complexes antérieures aux civilisations connues, dans des territoires qui sont aujourd'hui submergés ou dont les traces auraient été effacées par des catastrophes successives. Cette question ne peut pas être résolue par l'archéologie terrestre seule, parce que les territoires les plus susceptibles d'avoir abrité ces populations, les plaines côtières basses, les plateaux continentaux peu profonds, les deltas fluviaux, sont ceux qui ont été les plus profondément transformés par la montée des eaux et les perturbations environnementales de la fin de la période glaciaire. L'archéologie sous-marine représente la frontière méthodologique qui pourrait le mieux répondre à cette question, mais elle se développe lentement en raison de contraintes techniques et financières considérables. La cartographie systématique des zones submergées de moins de 60 mètres de profondeur à l'échelle mondiale est techniquement réalisable avec les technologies actuelles de sonar et de télédétection. Cette cartographie pourrait identifier des structures artificielles dans des zones qui ont été habitées avant la montée des eaux. Les résultats de ces explorations, encore fragmentaires, ont déjà produit des découvertes significatives comme Pavlopétrie. Leur généralisation à l'échelle mondiale pourrait transformer la compréhension de la préhistoire côtière humaine. La paléogénomique représente une autre frontière de recherche dont les développements récents ont été les plus surprenants. Les analyses d'ADN anciens continuent de révéler des migrations et des connexions entre populations que l'archéologie conventionnelle n'avait pas identifiées. La résolution croissante de ces analyses, rendue possible par les améliorations technologiques dans le séquençage et l'extraction d'ADN dégradé, pourrait permettre dans les prochaines années d'identifier des lignées génétiques supplémentaires et de reconstituer des schémas migratoires encore plus complexes que ceux actuellement connus. Ces données génétiques ne remplaceront pas les données archéologiques, mais elles fourniront des contraintes supplémentaires sur les modèles historiques proposés. La datation est une troisième frontière méthodologique. Les méthodes actuelles de datation au radiocarbone, d'archéomagnétisme et de thermoluminescence ont des limites de précision qui, dans certains cas, rendent difficile la distinction entre des structures ou des niveaux d'occupation séparés de quelques siècles à des périodes éloignées. Des améliorations dans la précision de ces méthodes, combinées à l'utilisation de méthodes complémentaires, pourraient parfois permettre de résoudre des ambiguïtés chronologiques qui alimentent actuellement des débats apparemment insolubles. Ce que cette investigation révèle en définitive est moins une réponse à la question de ce qui est arrivé aux premières civilisations sur Terre qu'une reformulation plus précise de la question elle-même. La question n'est pas « existe-t-il une civilisation perdue, unique et globale que nous n'avons pas encore trouvée ?» Cette formulation est trop simple et trop centrée sur un modèle narratif qui ne correspond pas à la complexité des données disponibles. La question plus précise est dans quelle mesure la chronologie et la géographie conventionnelle de l'organisation sociale humaine complexe sont-elles complètes, et dans quelle mesure les zones temporelles et spatiales que nous ne pouvons pas encore explorer, les fonds marins des plateaux continentaux, les périodes antérieures aux premiers systèmes d'écriture, les traditions culturelles des populations qui n'ont pas laissé de descendants reconnaissables, contiennent-elles des réponses que nos méthodes actuelles ne nous permettent pas encore d'atteindre ? La réponse honnête est que nous ne savons pas. Nous savons que des civilisations se sont effondrées. Nous savons que des catastrophes naturelles ont joué un rôle dans ces effondrements. Nous savons que des savoirs complexes ont été perdus à plusieurs reprises dans l'histoire documentée. Et nous savons que notre enregistrement archéologique de la préhistoire est profondément lacunaire. Ce que nous ignorons, ce que les données actuelles ne nous permettent pas de déterminer, est l'ampleur réelle de ce que nous ne savons pas encore.
C'est dans cette zone d'ignorance calibrée, et non dans des certitudes prématurées, dans un sens ou dans l'autre, que réside l'investigation honnête de l'histoire des premières civilisations humaines.